Allô tout le monde? Wow, le silence est comme arrivé vraiment rapidement. Ben, merci d'être là. C'est la dernière session de la journée, donc je suis contente de vous voir. Et si je vous disais que moi, je n'étais pas particulièrement destinée à travailler dans l'univers du logiciel, je vous explique. Si vous me connaissez, il faut savoir que je suis intéressée à tellement de sujets différents, que ce soit l'histoire, l'astronomie, les technologies ou même encore la psychologie. Je suis intéressée par tellement de sujets que c'est difficile de choisir une carrière basée sur ses intérêts quand on en a plein. Donc, à l'âge de 16 ans, comme probablement tous les adolescents du Québec, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel genre de carrière je vais avoir. C'est là que j'ai décidé que je devais m'asseoir puis faire une introspection à savoir, parmi toutes les choses que j'aime le plus, c'est quoi, vers quoi je m'enligne. Puis finalement, après quelques semaines, j'ai réalisé quelque chose. Ce que j'aime le plus, c'est d'apprendre. J'aime ça apprendre de 1001 sujets. Donc, je devais choisir une carrière qui allait être à propos de ça, à propos d'apprendre à tous les jours, et encore mieux si je peux apprendre de divers domaines à travers ça. Donc, je me présente, je m'appelle Myriam, puis le domaine que j'ai choisi finalement, c'est le domaine des technologies. Je suis actuellement architecte logiciel principal et Scrum Master chez Bell. Je suis aussi cofondatrice d'un regroupement qui s'appelle Féminité. C'est une communauté de femmes en technologie de la région de Québec. Autrement, il faut savoir que moi, j'ai un background en développement logiciel, oui, mais aussi en enseignement de ce domaine-là. J'ai enseigné la programmation, l'architecture logicielle, les tests automatisés à l'Université Laval, mais aussi dans l'entreprise privée. Oui, fait que aussi, ces temps-ci, les nouveaux projets que j'ai, c'est toujours dans l'enseignement. Je m'apprête à être coach de Python pour une équipe de développement, oui, mais au niveau secondaire à l'école Marcel Mallette. Donc, un projet vraiment innovateur. Donc, je m'enligne vers ça. Je vais juste regarder mes notes 2 secondes. Ah oui, en passant, j'ai oublié. Aujourd'hui, c'est ma fête, fait que je suis vraiment contente. Je cherchais c'était quoi. C'est ma fête, donc merci d'être là. Puis je suis vraiment contente de voir des gens qui sont intéressés à ce sujet-là. Donc, je vais arrêter avec mes parenthèses, parce que j'aime bien ces parenthèses, vous allez voir. Je vais dans le vif du sujet. Puis aujourd'hui, on va se parler de culture d'apprentissage. Donc, premièrement, à travers cette rencontre-là, on va se questionner qu'est-ce que la culture d'apprentissage, puis pourquoi c'est important dans notre contexte. Ensuite, je vais vous amener un exemple de la vie que j'ai vécue à travers l'histoire de Tona. Mon but avec ça, c'est, oui, vous partager des leçons qui ont été apprises, vous partager des facteurs de succès, vous partager surtout des raisonnements derrière les méthodes que je suggère en lien avec l'établissement d'une culture d'apprentissage. Je vais vous parler de méthode, je vais vous parler de ce que j'appelle l'approche main sur le clavier. Donc, c'est quoi les bénéfices qui existent en lien avec les activités d'apprentissage pratique de groupe. Et finalement, pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin, je vais aussi parler de 3 ingrédients super importants à penser lorsque c'est le temps de créer une culture d'apprentissage. Et ça, c'est la confiance, le plaisir et la liberté qu'on retrouvait dans le titre de cette présentation. OK? Oh, je viens d'y toucher, il ne faudrait pas que je touche. Hein? Sautons dans le vif du sujet. Pourquoi la culture d'apprentissage? Mais avant, c'est quoi la culture d'apprentissage? On pourrait revenir aux bases puis se questionner, c'est quoi la culture en général? La culture, c'est tout un ensemble de valeurs, de croyances, de comportements qu'on partage au sein d'un groupe de personnes. Donc, lorsque je parle de culture d'apprentissage dans le cadre d'une organisation ou d'une équipe, je parle de tous ces discours, toutes ces actions qu'on pose, puis qui sont là pour motiver, puis pour valoriser tout ce qui est en lien avec l'apprentissage au sein des individus.
Il y a toute une autre grappe de concepts qu'il faut penser lorsqu'on pense à la culture d'apprentissage dans l'organisation, que je ne vais pas trop parler en détail, mais je tiens à vous le dire. Par exemple, posez-vous la question, c'est quoi, au sein, avec votre organisation, le rapport qu'on a avec la performance? C'est quoi aussi le rapport que vous avez en lien avec l'échec, plus important? Puis, c'est quoi au niveau des leaders dans votre organisation? C'est quoi leur rôle selon vous? Et finalement, si on veut aller avec un sujet peut-être d'actualité, ben, c'est quoi la perception qu'on a de tous ces outils-là, d'AI, puis de génération de code? Qu'est-ce qu'on en pense comme outil de développement, aide à la connaissance en termes de code? Je vais prendre une petite gorgée. OK. Avant de passer à la prochaine slide, ben, je vais lire avec vous la citation à l'écran. On ne peut enseigner aux gens tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les placer dans une position où ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Donc, cette dernière citation-là, ça donne un peu le ton où est-ce qu'on s'en va avec pourquoi. Pourquoi est-ce que la culture d'apprentissage est importante? Donc, tout simplement, je pense que ce ne sera pas une surprise, vous le savez, mais dans notre domaine des technologies, tout est une question d'adaptation, tout est une question d'évolution. Puis ça, c'est en continu. Tout va tellement vite, puis des fois dans des directions qui nous sont inconnues. C'est difficile de se préparer puis d'être prêt à ça. Donc, pour être en mesure de progresser dans le temps, progresser aussi dans les temps, c'est nécessaire d'avoir une méthode d'apprentissage en continu. Du côté de la business, il va toujours avoir une nouvelle méthode, une nouvelle technologie, il va toujours avoir une nouvelle innovation qu'il faut apprendre puis qu'il faut suivre. Puis en plus de ça, ben, c'est la réalité de la business. Il va toujours avoir des imprévus, il va toujours avoir des changements de direction. Puis, nous, en tant que membres de cette organisation-là, bien, il faut prendre ça pour acquis, puis il faut changer avec. Donc, tous ces changements de direction-là arrivent avec un souci, bien, il faut être innovateur, il faut être performant. Puis, le plus important, bien, il faut le faire vite. C'est toujours à propos de ça. Ça, c'était un peu le côté business. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie, il y a des humains. Puis, je tiens à dire que les humains, c'est le centre de nos organisations. Il n'y a pas une valeur qui est créée dans une entreprise sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose, une personne. Donc, il faut être en mesure, en tant que personne, il faut être en mesure de naviguer avec ces challenges-là de la business. Puis ça, c'est déjà beaucoup. Mais il y a plus. Il faut aussi naviguer à travers les challenges de l'individu. Puis, en tant qu'individu, vous avez des attentes, puis vous avez des aspirations. Ça, c'est important d'y penser dans une perspective de rétention de talent, surtout dans cette économie, mais c'est plus que ça. C'est dans une perspective de bien-être. Parce que toute organisation ou toute équipe va bénéficier si les gens ils ont le goût d'être là, si les gens sont motivés, si les gens sont engagés, puis s'ils ont une impression eux-mêmes de progresser où est-ce qu'ils sont. C'est vraiment dans ces conditions-là, lorsqu'on est capable de faire vivre à ces personnes-là ce feeling-là, qu'on va être en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes, puis de contribuer à peu importe but commun qu'on va avoir. OK. Bien là, j'embarque dans les histoires. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Tona. Donc, Tona, c'est mon équipe chez Bell. Pour vous contextualiser, notre mandat à nous, c'est d'automatiser toutes sortes de processus, toutes sortes d'opérations qui sont en lien avec la configuration de réseau sur les centres de données de Bell. Donc, on travaille majoritairement avec de l'équipement qui s'appelle des top of racks, des TORs. C'est vraiment de l'équipement qu'on retrouve dans divers centres de données, puis c'est en configurant
tous ces équipements-là et autres choses autour, qu'on est en mesure de créer les connectivités requises pour supporter toutes les opérations de la business, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, mettons du point de vue client, vous connaissez un peu plus, il faut que la télé fonctionne, il faut que les SMS, le téléphone fonctionne. Ce genre d'opération-là de connectivité, de configuration, c'est ça qui permet de le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est de l'automatisation. Notre but, c'est de forcer certains standards, certains filets de sécurité aussi. On implémente des filets de sécurité pour rendre la vie facile à tout le monde autour de nous. On a remarqué que la plupart des changements qui se font, puis qui sont problématiques, sont d'origine manuelle. Donc, c'est vraiment comme un rappel. L'automatisation, c'est vraiment crucial dans notre contexte. Donc, c'est ce qu'on fait à tous les jours. On en parle, on le développe. C'est notre but optimal. Oui. Quand je suis arrivée dans Tona, ça fait déjà quelques années, en fait, c'était en 2021. Puis, rappelez-vous où ce qu'on était en 2021. Je vais couper ce cours. Je vais juste dire qu'on travaillait tous remote. Donc, chacun chez soi. Tona, c'est une équipe qui est assez spéciale parce qu'en termes de composition, on retrouve des types d'expertise et des niveaux d'expertise assez variés. On a des membres fondateurs, que je vais appeler, qui sont des gens qui ont une expertise de réseau, donc anciennement des architectes, des spécialistes de réseau, et tout le reste des membres qui se sont rattachés par la suite avaient plutôt une expertise en développement de logiciels. Donc, la base de code de Tona, avec laquelle on travaillait à l'origine, a été développée par les membres fondateurs. Donc, c'est une base de code qui est beaucoup en mode scripting, ils viennent de cet univers-là. Donc, lorsqu'on parle d'un code, là, un peu dans ce mode-là, on parle d'un peu modulaire, tout est un peu pris ensemble, puis des fois, il n'a pas été fait dans une perspective d'évolution, comme on essaie d'en parler souvent du côté du développement logiciel. Donc, comme vous pouvez vous douter, quand que moi je suis arrivée dans cette équipe-là, c'était un challenge au début. Même avec mon expérience de développement logiciel, ça reste que moi, je ne suis pas une personne de réseau à l'origine. Si je rajoute un petit morceau de code ici, je suis en train de briser quelque chose. Ah, rappel, il n'y avait pas de test unitaire, 0 test automatisé pratiquement. Fait que tout le filet de sécurité habituel, il n'était pas là. Une autre affaire, je lis le code. Je ne viens pas d'univers de réseau. C'est quoi mes cas d'utilisation? Puis c'est quoi que j'essaie de traiter? Puis est-ce que je m'en vais à la bonne place si je fais ce changement-là? C'était difficile de contribuer en raison de ça. Donc, au même moment que moi, j'avais une collègue qui est arrivée puis qui venait du même background. Donc, développement logiciel, on a décidé assez rapidement de se dire, bon, pour chaque morceau de code qu'on touche dorénavant, on va écrire les tests. Même si ce n'est pas nous qui avons codé ça au début, on va le faire. Puis, on a dit ça à l'équipe. Donc, tout le monde était plutôt d'accord, je dirais. Mais en le faisant, puis en s'en allant dans cette aventure d'écrire des tests unitaires, c'est là qu'on s'est rendu compte que même si les gens étaient d'accord, ce n'était pas tout le monde qui était à l'aise avec cette pratique-là. Certains manquaient de connaissances pour le faire, d'autres manquaient juste d'expérience pour se sentir à l'aise de les écrire eux-mêmes. Donc, on a pris ça comme une opportunité, puis on a commencé à faire du jumelage, on a commencé à faire du pairing énormément entre les membres qui sont un peu plus du côté network et des membres qui sont plus du côté logiciel pour faciliter le processus d'ajouter les tests. Puis, ça a été un très beau succès. En plus d'être efficace puis de faciliter l'apprentissage pratique et puis l'implémentation de ces pratiques-là, c'était plaisant. Tu sais, dans un univers où on était tous chez soi, pris, on ne pouvait pas sortir, on ne voyait pas nos collègues. Le fait de vraiment collaborer ensemble puis travailler ensemble, ça faisait une différence dans notre vie. Puis on se sentait efficace, puis on en voyait les bénéfices. Donc, je vous rappelle, de notre côté, avec nos expertises distinctes, on s'est rendu compte qu'on était vraiment complémentaires aussi. Avec les backgrounds différents qu'on a, on a vraiment vu l'opportunité de travailler ensemble en termes d'activités pratiques, puis de tous les jours, parce que là, on allait pouvoir avoir nos membres
qui sont nos membres fondateurs. Donc, ceux du network allaient pouvoir en apprendre un peu plus sur l'architecture logicielle, comment écrire des tests, les grands principes de développement, les architectures, comme j'ai dit. Puis, les gens de développement logiciel allaient pouvoir en apprendre un peu plus sur l'univers du réseau, puis surtout des spécificités de Bell en lien avec ça, parce que, tu sais, c'est tout qu'un univers, là, ça peut être complexe. Donc, c'est là qu'on est parti à la recherche d'activités pour permettre cette collaboration-là à plus long terme. Je voulais qu'on continue de faire ça parce qu'on avait trouvé une pépite, je dirais. Le fait qu'on était tellement complémentaires, puis que nous, notre mandat, c'est de faire de l'automatisation, c'est de codifier des règles de réseau et d'automatisation de network, bien, pour être bon dans ce qu'on faisait, on avait besoin chacun de l'autre. On ne pouvait pas partir en peur chacun de notre côté puis espérer que ça fonctionne. C'était vraiment un cas nécessaire. Donc, on s'est dit, on va devenir les meilleurs là-dedans, on va faire quelque chose avec ça. Donc, c'est là qu'on a commencé notre chemin vers l'établissement d'une culture d'apprentissage avec une première activité. Je vais boire de l'eau. Donc, la première activité qu'on a entamée, c'est ce qu'on appelait les codes kata. Je vous explique. Chaque 2 semaines, on allait prendre une journée à la fin de chaque 2 semaines, habituellement un vendredi, puis on va travailler ensemble sur un challenge de code. Puis l'idée principale, c'est qu'il faut que ça soit de l'expérimentation. Donc, je vous rappelle, on était tous remote, donc on a pris un outil comme WebEx, à l'occurrence, puis on a fait une technique qui ressemble un peu au mob programming. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi le mob programming? OK. Pour les autres, notre variation de ça, c'était, bien, on a quelqu'un dans la session qui est un leader, qui s'occupe de préparer d'avance l'activité d'apprentissage, puis pendant l'activité, va guider l'équipe, puis va supporter l'équipe, parce que normalement, il sait à peu près c'est quoi le but, il sait à peu près où est-ce qu'on s'en va. Donc, leader. Il y a une autre personne qui est en charge du clavier et de partager son écran. Fait que je pense dans Mob, c'est driver, quelque chose comme ça. Puis, toutes les autres qui sont là, bien, leur responsabilité à eux, c'est de participer puis de faire le travail de cerveau. Donc, réfléchir, c'est quoi notre prochaine étape, c'est quoi la prochaine ligne de code à implémenter, c'était la responsabilité. Donc, ça fonctionnait comme ça. Bien, je vous laisse. La première fois qu'on a fait ça, ça n'a pas super bien été. On n'était pas à l'aise, mais ce qui est important, c'est qu'on a continué à faire ça. On l'a adapté, on l'a évolué. Puis, aujourd'hui, lorsqu'on parle des codes kata au sein de l'équipe, bien, ça veut dire quelque chose. Ça fait vraiment partie de l'ADN. Puis, cette activité d'apprentissage-là qu'on continue encore aujourd'hui à faire, on est vraiment fiers. Puis, ça fait partie de notre ADN. C'est pas la bonne slide. Ah, ça c'est mieux. Vraiment? Ah, c'était la bonne slide, désolée. Je suis allée un petit peu vite. Celle-là, je l'ai rajoutée à la dernière minute parce qu'il fallait. Oui, OK. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà enseigné ailleurs. Basé sur mes expériences antérieures en enseignement, il n'y a rien de mieux pour consolider son savoir que de se mettre les mains sur le clavier. C'est pourquoi, à l'époque, mon premier réflexe a été de dire on y va en mode expérimentation. Puis, c'est ça que j'appelle main sur le clavier. Mon équipe est anglophone, je dis souvent hands on keyboard, fait que ça se peut que je me trompe, là, mais l'idée est là. À cette approche-là, main sur le clavier, j'associe aussi le fait de faire des activités de groupe. Donc, pour que ça soit plus enrichissant, plus stimulant qu'à être les mains sur le clavier tout seul de son côté. Donc, comme dit précédemment, l'idée de l'approche main sur le clavier, c'est qu'on fait des activités pratiques. Et l'apprentissage par l'expérimentation, bien, ça permet de mieux assimiler les connaissances de façon concrète. Mettons, je fais une parenthèse, l'approche par expérimentation, c'est un mode d'enseignement actif. Et ça, c'est le fait de demander aux gens de contribuer, pas seulement être assis puis écouter, prendre des notes, c'est vraiment de poser des questions puis d'ajuster le contenu au fur et à mesure, de le rendre plus personnalisable. Le deuxième point ici, c'est que, excusez-moi,
c'est qu'en faisant une activité de type active, bien, on a un engagement aussi actif au sein des personnes. Une approche interactive, où est-ce qu'on invite les gens à poser des questions, puis à contribuer, donner leur idée, bien, ça maintient davantage l'attention puis la participation des gens sur une période plus étendue. Mettons, vous dites, faites une journée, bien, c'est plus facile qu'être assis puis d'écouter 100% du temps quand on est en mesure de contribuer. Donc, ça, c'est un deuxième point. Aussi, l'approche main sur le clavier, l'approche de participation active comme ça, c'est aussi un bon outil en termes d'intégration. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi votre process de onboarding quand vous avez une nouvelle personne dans l'équipe ou, ce qui arrive vraiment souvent, là, un stagiaire qui arrive à chaque année. Moi, j'essaie d'éviter de leur passer une documentation à lire pendant une semaine. Là. Ça démotive tout le monde, puis clairement, c'est plate. Donc, une activité de ce type expérimentation, main sur le clavier comme ça, c'est une façon intéressante d'intégrer quelqu'un dans l'équipe, tout simplement parce que ça vous montre en temps réel c'est quoi les grands standards de l'équipe. Donc, au lieu de passer une documentation sur comment tu vas coder puis dans quel style, bien, on le voit en live. Puis aussi, ça permet à la personne de bien comprendre c'est quoi les dynamiques d'équipe. Donc, qui est-ce qu'on a autour de la table? Quel genre de personnalité? C'est quoi les rôles des gens? En les voyant travailler ensemble, bien, ça donne une bonne idée, je dirais. Puis peut-être un point aussi de plus, c'est que ça permet, surtout en début de parcours, d'avoir les gens puis de les faire contribuer différemment à l'équipe, autre que par le code de tous les jours. Parce que certaines équipes, on pourrait l'observer, le ramp-up est quand même compliqué. Avant d'être en mesure de shipper une feature, des fois, ça peut prendre un certain temps. Donc, ça offre une possibilité à, mettons, un stagiaire de contribuer à l'équipe de façon différente. Oui. L'approche main sur le clavier, c'est une bonne chose, c'est un bon départ, l'apprentissage par l'expérimentation, mais pour une culture d'apprentissage, ça prend plus que seulement ça. Ça prend des principes et des valeurs qui y sont ajoutées. Ces trois principes fondamentaux-là, ces trois valeurs, ce sont le plaisir, la confiance et la liberté. Et je vais en parler plus en détail dans les prochaines slides. Mais ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'apprendre, le processus d'apprendre, c'est grandir, puis ça, ce n'est pas supposé d'être tout le temps facile. Donc, lorsque je parle de culture d'apprentissage, l'essentiel, ce n'est pas vraiment le contenu. Ce n'est pas les technicalités qu'on va essayer de passer à notre auditoire. C'est beaucoup plus en lien avec l'environnement. Ce qu'on veut faire, c'est créer un environnement qui est propice à l'apprentissage, qui est propice au développement des personnes. Et ces trois ingrédients-là, c'est trois ingrédients clés pour ça. Bon, on va commencer avec le premier ingrédient, confiance. Bien, il y a quelques années, quand j'ai gradué, j'ai été quand même chanceuse de mon côté parce que des premières années de ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir des mentors pour guider mes apprentissages. Shout-out à mes amis de chez Elaps Technologies sur ce point-là. Donc, on m'a passé rapidement un livre en début de carrière qui s'appelait « Les 5 dysfonctions d'une équipe ». J'ai lu ce livre-là et de ce livre-là vient une citation « La confiance est le fondement d'un véritable travail d'équipe ». Donc, à ce moment-là, peut-être que je manquais d'expérience, mais aujourd'hui, je crois que je sais. Bien, la confiance, c'est la base de toute collaboration entre des individus. Pour être en mesure de vraiment s'exprimer, de donner son point, de sentir soi-même, bien, il faut se sentir à l'aise avec les gens autour de nous. Puis, je dirais même que c'est les équipes qui se connaissent le mieux, vraiment, pour vrai, forces et faiblesses, qui sont vraiment en mesure de performer le mieux. Donc, parlant de faiblesses, dans la salle, je suis curieuse, OK? C'est qui est vraiment super confortable à coder devant public? Qui serait capable de venir ici et de coder quelque chose que tu ne sais pas trop encore ce que tu vas faire, tu ne sais pas trop où tu t'en vas? Peu, hein? Est-ce que parce qu'on est gêné? Êtes-vous gêné? Êtes-vous pas habitué? Bien, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, puis c'est bien, bien comprenable. Donc, des fois, c'est juste une question d'habitude. Qui sait?
Donc, revenons au premier code kata que je parlais. Une chose que je voulais éviter de faire, c'est de mettre mes membres d'équipe dans une situation où ils allaient être inconfortables. Avoir tous les yeux sur nous, je vous le dis maintenant parce que c'est ce qui se passe en ce moment, bien, ça peut être stressant, puis ça peut être difficile, surtout quand on n'est pas prêt à ça. Puis je dirais même que quand on est en mode apprentissage, des fois, poser même une question, ça peut être difficile, surtout quand on n'est pas sûr de ce qui nous est présenté, puis on n'est pas sûr de bien consolider l'apprentissage. Donc, je ne sais pas si vous saviez, là, mais il existe tout un monde sur le streaming en ligne, puis c'est des gens de grosses business comme Netflix, puis cette gang-là, qui codent. Ils codent en streaming sur Internet, puis ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils font. Ils font un petit code de challenge de code où ils font littéralement le design d'une nouvelle application, puis ça, ils le font en ligne à la vue de tous. Donc, mon premier code kata s'est inspiré un peu de cette trend de streamer en code. Donc, je vous explique. Le matin du code kata, du premier code kata, j'ai envoyé un lien à tout le monde. Je leur ai dit, bon, après-midi, rejoignez ce lien-là, puis ça va être moi qui va coder un challenge que je ne sais pas d'avance. Fait que si vous avez le temps, ben venez me voir, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, quand je suis arrivée au moment, j'étais vraiment surprise quand tout le monde était là. Tout le monde était là. En tout cas, ça m'a vraiment mis en stress. Puis, je me suis ressaisie, puis je me suis dit, bon, c'est moi qui ai fait l'appel. Tout le monde est là. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a de la motivation pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, je vais y aller. Puis, j'ai commencé à faire le challenge devant tout le monde. Donc, naturellement, la façon que ça s'est passé, c'est que j'ai commencé. Puis, je ne sais pas si vous êtes développeur, vous avez déjà passé une entrevue en développement. Là, des fois, on va vous passer une petite expérimentation à faire, puis on va vous demander de dire à quoi vous pensez en temps réel pendant que vous faites le dit exercice. Donc, ça ressemblait un peu à ça. J'étais là, je disais ce que je pensais, où ce que je pensais m'en aller, qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, j'ai commencé à poser des questions. Vous feriez quoi? Ce serait quoi ma prochaine étape? Donc, assez rapidement, ce streaming de moi qui codait un challenge, c'est devenu un travail plutôt collaboratif. Donc, je ne pense pas que cette journée-là, on a fini le challenge, mais ce n'était pas ça qui était important. Parce que cette journée-là, ce n'est pas ça que j'essayais de faire réellement. Ce que j'essayais de faire, c'était de commencer à bâtir la confiance entre nous. Puis, vous allez me dire comment j'ai fait ça, je vous l'explique. Bien, premièrement, j'ai démontré de la vulnérabilité. Je me suis mis devant tout le monde en position de vulnérabilité. J'ai dit, je vais faire ce challenge-là. Ça se peut que je ne sache pas tout, ça se peut que je fasse des erreurs, mais c'est correct. Puis, l'idée en arrière de ça, c'était de venir chercher le côté empathique. Dire, à un moment de difficulté, j'espère que vous allez m'aider, puis la prochaine fois, si vous êtes à ma place, puis que vous faites le challenge de code, en échange, moi aussi, je vais être empathique, puis je vais t'aider. Donc, c'est notre baseline. La deuxième chose que j'ai fait, c'est tout simplement, je les ai invités à partager leurs idées, telles quelles. C'était la construction d'un safe space où est-ce que toutes les idées, toutes les préoccupations allaient pouvoir être entendues, valorisées et utiles pour faire le challenge. Donc, je vous invite à parler, puis ça va être plaisant, ça va nous aider. Le dernier point, on se rappelle de l'inconfort de la pratique. C'était la première fois qu'on l'essayait, on va s'habituer. C'était de commencer déjà à s'habituer. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être inconfortable, mais on va continuer à le faire. Puis, par des expositions répétées et graduelles, ça va nous aider à réduire la peur puis l'inconfort en lien avec la pratique. Puis d'ailleurs, ça, c'est une thérapie utilisée en psychologie, ça s'appelle la thérapie par l'exposition. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui marche. Donc, juste en faisant ça à répétition, à force, on crée la confiance, puis quand on est à l'aise, ça crée des nouvelles opportunités, ça ouvre des nouvelles portes.
Oui, donc quand je pense à mon premier cas de kata, je pense à comment j'étais nerveuse. Je vous en ai parlé. Mais je pense aussi que c'était le fun. On a fait plein de blagues, on a ri, on est parti sur des moments, des fois des 5 minutes, on faisait plus ça, on parlait d'un sujet. Puis, ben c'est ça, c'était agréable. Puis, je pense que, semble-t-il que quand on est en groupe avec des gens, puis qu'on rit, ça crée de l'empathie, ça crée de la compassion, ça crée de la synergie de groupe. Puis, rire dans des moments inconfortables, bien, ça permet de passer à travers aussi. Donc, je vous présente notre élément de plaisir avec cette quote-là. Jouer est le moyen d'apprentissage préféré de notre cerveau. Ça, c'est un grand nombre quand même. Puis, 84 000. Puis ça serait le nombre d'heures qu'on passe au travail dans une carrière. Basé sur des données de Statistique Canada, une carrière complète, ça serait le nombre d'heures qu'on dédie au travail. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans la vie, j'aime ça avoir du plaisir. Tous les gens que je connais, ils aiment avoir un bon moment. Donc, je me questionne, est-ce que, sachant qu'on passe autant d'heures au travail, si on a la possibilité, on peut-tu rendre ça le fun? On peut-tu rendre ça plaisant? OK? Donc, afin de préparer cette présentation, évidemment, je voulais inclure mes collègues de travail, avec ceux que je fais cette expérience-là. Puis, je leur ai posé la question de, c'est lequel ton code kata préféré que tu as fait? Puis, la majorité des gens ont répondu, c'était le kata de la machine à laver. Ça sonne un peu bizarre, hein, mais faut pas... C'est bizarre, OK. Mais le point, c'était, oui, d'écrire un logiciel qui fonctionnerait sur une machine à laver pour gérer les fonctionnalités. Mais plus que ça, le but réel, c'était de pratiquer la programmation orientée objet. Je voulais pratiquer les principes solides, toute la conception, quel module on crée, quelle classe on crée, comment on nomme ça. Je voulais qu'on pratique ce genre de choses-là. Donc, comme vous le savez, as a reminder, nous, on n'est pas des experts de la machine à laver chez Bell. Surtout dans mon équipe, on est plutôt des gens qui connaissent les switches Cisco. Donc, arriver avec un thème comme ça, c'est un peu hors de l'ordinaire. Donc, la majorité du temps qu'on a passé, en fait, c'était de discuter de, comment qu'on nomme les choses? C'est quoi l'univers de la machine à laver? Est-ce que le panier à linge, c'est dans le concept de la machine à laver, c'est-tu dans le scope du logiciel? Puis, tu sais, le basket qu'il y a dans la machine à laver, qui n'est pas le panier, est-ce que, dans le fond, c'est important? Puis, surtout, il y a une validation de poids qui doit être faite. Est-ce que je mets ça dans la load ou je mets ça dans ma machine? Parce que, fondamentalement, ça dépend de la machine. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de questionnements sur, c'est quoi les objets, c'est quoi les thèmes, c'est quoi le nommage qu'on va utiliser. Puis, c'était drôle parce que soudainement, j'avais une gang de gars de réseau qui parlaient de machines à laver à maison comme ça. Je suis pas mal sûre qu'il y a certains partenaires de vie qui devaient vraiment se poser des questions sur ce qu'on faisait bien cet après-midi-là. Mais il y avait beaucoup d'opinions, beaucoup de passion là-dedans. Puis, je ne suis pas vraiment... le point, ce n'était pas tant la machine à laver, je vous l'explique. Mais avant ça, je vous donne une citation de mon collègue Ahmed par rapport à cette session-là. Il a dit, on a passé beaucoup de temps à argumenter. Puis ça, ça aurait été chicané, là, mais c'est une autre histoire. On a passé beaucoup de temps à argumenter ensemble, mais ça nous a montré qu'on pense tous différemment, puis que c'est en collaborant ensemble qu'on est capable de trouver des meilleures solutions. Donc, ça peut paraître anodin parce que j'utilisais le concept de la machine à laver, mais ce que je voulais réellement faire avec ça, c'est il faut commencer à penser out of the box. En utilisant le concept de la machine à laver, ce que je voulais faire, c'était de retirer les contraintes habituelles du travail de tous les jours. En enlevant ça, c'est là que c'est possible de faire preuve d'innovation, de faire de la créativité, puis d'essayer des solutions qui n'auraient pas fité dans notre habituelle base de code. On peut essayer quelque chose de nouveau. Le deuxième point, c'est, tout simplement, je vous l'ai dit, c'est de se pratiquer à délibérer et consentir sur des problèmes. Donc, même si le problème était fictif à ce niveau-là, les débats qu'on avait, puis avec la passion qu'on avait à certaines argumentations, les débats, ils étaient vrais, puis de ça est venu un véritable accord sur les solutions qui ont été apportées et qui ont été choisies. Donc,
J'avais une petite côte ici, je ne sais pas rendu où. Non, en tout cas, mon collègue Eric a dit, c'est fun parce que ça, ce que ça nous a montré, c'est qu'on est vraiment capable d'avoir des bonnes discussions sur des choses qui n'avaient même pas d'importance. Puis ça, c'est une bonne pratique pour la foi où ce que là, ça va avoir de l'importance. Là, ça va être important. Donc, c'est bien. Donc, pour finir avec l'idée, je dirais, de la machine à laver, je vous donne un exemple de d'autres thèmes qu'on a fait avec l'idée de penser out of the box. On a travaillé sur des katas de spaceship. Désolée pour mes anglicismes, je travaille beaucoup en anglais. Spaceship pour pratiquer tout ce qui est les modules, les contrats entre les modules, les interfaces entre certaines choses. On a fait Build Your Own Burger App, ça fait que pour pratiquer des choses comme le Builder Pattern. On a fait toutes sortes d'idées un peu folles, des dinosaures, des cafés, des choses qui n'avaient pas rapport. Puis ça aide parce que quand on est un enseignant, ça nous permet de scoper aussi l'enseignement, puis de dire, d'avoir pas des gens qui challengent les règles en disant « Ah, ça fait pas de sens, moi je l'aurais fait autrement ». La règle, c'est moi qui ai décidé la règle. Fait qu'en tant qu'enseignant, ça permet aussi de rescoper puis de faciliter l'apprentissage sur un truc spécifique. Mais le point que je veux en venir avec tout ça, puis les thèmes de dinosaures, c'est que c'est pas parce que c'est drôle ou c'est amusant que ça arrête d'être pertinent. Fait que vous pouvez vous faire une faveur, puis amener un thème hors de l'habitude, puis votre activité d'apprentissage elle va être encore valide, puis encore mieux que ça. Elle risque d'être une activité d'apprentissage mémorable, un peu comme la machine à laver l'a été pour mon équipe Tona. Si vous me connaissez, moi, vous savez que j'ai bien de la misère avec le silence, surtout quand je fais la vaisselle ou que je fais du ménage. Donc, je disais que j'aimais beaucoup apprendre. Une chose que je fais, c'est que j'ai toujours quelque chose dans l'oreille pour écouter un podcast. Puis, un des podcasts que j'aime, c'est un podcast qui s'appelle Star Talk. Puis, c'est Neil deGrasse Tyson, qui est astrophysicien, qui anime ça. Puis, il dit, sa citation ici est là, « Il n'y a pas meilleure éducation que celle qui se fait par soi-même. » Fait qu'on va parler de mon sujet ici, la liberté, le dernier ingrédient. Donc, quand j'ai commencé la pratique des codes kata, l'objectif que j'avais en tête, c'était pas de rester la personne toute seule à faire le challenge. Je voulais que les gens s'approprient la pratique. Puis, je voulais pas non plus leur pousser des sujets sans leur consentement. Je voulais qu'ils me disent ce qu'eux avaient envie de faire, de quoi ils avaient envie d'apprendre, ce qui les motivait comme sujet en tant que tel. Puis, mieux que ça, je voulais aussi qu'eux m'enseignent quelque chose que peut-être je ne savais pas, me faire connaître quelque chose qu'eux ont pris le temps de comprendre pour me le retransmettre. Parce qu'enseigner, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant comme expérience, puis c'est vraiment un bon moyen de consolider son savoir. Donc, via la pratique des codes kata, on a fait vraiment plein de thèmes, une série complète sur les design patterns. On a travaillé la programmation asynchrone. On a travaillé sur beaucoup de challenges d'optimisation, lead code. On a fait Keen Architecture, les architectures événementielles. On a même fait le calendrier de l'Avent de code, si vous ne saviez pas, il y en a un. Puis tout ça, je tiens à dire, présenté par des personnes différentes dans l'équipe. La liberté de pouvoir choisir son thème d'apprentissage, c'est vraiment important au niveau de la motivation et de l'engagement. On va vraiment s'engager dans quelque chose qu'on a un réel intérêt. Puis aussi, ça, c'est quoi le mot? Ça se partage. Quand quelqu'un est là, puis qui est intéressé, puis qui a fait les efforts, cet enthousiasme-là se partage au sein d'un groupe. C'est un truc important. La liberté aussi d'expérimenter, c'est super important parce qu'on veut pouvoir expérimenter sans restriction. C'est sans ces restrictions-là qu'on est en mesure de repousser les limites puis de découvrir quelque chose de nouveau parce que ce n'est pas en restant dans une position confortable ou dans ce qu'on connaît qu'on comprend. Il faut sortir dans la zone inconnue pour le faire. Donc, c'est ce que ça prend. Le point important ici, c'est que... oui, OK. Le point important ici, c'est que il faut... J'en viens. Apprendre, ce n'est pas un processus linéaire. OK?
Et je ne sais pas si tantôt, là, je parlais de quand j'avais 16 ans et que j'étais au secondaire, là, mais mettons que je vous pose la question, essayez de vous ramener quand vous étiez à la petite école, au primaire, au secondaire, puis peut-être ça vous est déjà arrivé qu'on vous donne de la matière, qu'on vous apprenne de la matière, puis vous ne comprenez pas. Vous êtes bloqué, puis là, ça ne rentre pas, puis vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne comprenez pas. Des fois, on a juste besoin de temps. On a besoin de dormir là-dessus. Des fois, on a besoin que quelqu'un nous l'explique d'une autre manière. On a besoin peut-être un autre professeur, on a peut-être besoin d'un ami qui nous l'explique différemment, puis c'est là qu'on débloque. Puis c'est là qu'on est en mesure de faire « OK, je comprends, on peut passer au prochain appel, on peut passer à prochain apprentissage ». Donc, c'est un processus non linéaire. Donc, il faut avoir la liberté de laisser le processus arriver de façon naturelle. Puis ça demande à l'environnement autour de nous, les personnes, les leaders, les membres de l'équipe, d'avoir l'espace, le temps, les efforts pour permettre à ce processus-là d'arriver. Puis un point important, c'est qu'il ne faut pas avoir l'attente d'un résultat immédiat. Parce que des fois, il n'y en aura pas de résultat immédiat. Des fois, on va être cette personne-là qui reste bloquée. Fait que c'est vraiment à long terme qu'on est en mesure de voir les avantages d'un apprentissage. C'est comme ça. Donc, c'est fun quand les gens autour de nous nous laissent le temps d'expérimentation, on a le temps, on a l'espace, tout ça, mais avec ça vient une responsabilité, puis c'est un point à ne pas oublier. Donc, lorsqu'on est en mode créer une culture d'apprentissage, bien, il faut se responsabiliser parce que bien, il faut se préparer. Il ne faut pas arriver comme un cheveu sur la soupe puis dire « Ah, c'est vrai, on a une session d'apprentissage demain, il faudrait qu'on prépare le contenu. » Ça doit faire partie des priorités parce que pour du contenu de qualité, ça prend de la préparation de qualité. Donc, un point de responsabilisation, lorsqu'on dirige ou on prépare une activité, il faut dégager le temps et les efforts. Un autre point aussi, c'est que même si on n'est pas celui qui prépare la session, on est celui qui participe, mais on a la responsabilité d'être un participant actif puis d'être engagé parce que, comme je disais tantôt, bien, ça prend une synergie, puis c'est lorsque cette énergie est partagée là que là, on est capable, c'est comme de l'oxygène sur un feu. Là, on est capable de travailler puis de faire quelque chose qui a du sens puis qui est intéressant. Dans ce contexte-là, la loi du moindre effort, elle ne peut pas vraiment marcher, je vous dirais. Puis, un rappel, puis je termine probablement là-dessus, bien, créer une culture d'apprentissage, ce n'est pas en lien avec le contenu, c'est en lien avec l'environnement. Donc, c'est tous ces comportements-là, c'est toutes ces valeurs-là qu'on souhaite avoir ensemble. Si vous avez une vision pour votre équipe en termes de culture d'apprentissage, ça n'arrive pas tout seul. Il faut vraiment se responsabiliser puis mettre en place les efforts, prioriser ça, puis faire des actions. C'est vraiment comme ça qu'on est en mesure de réaliser la culture qu'on souhaite. Je vais finir avec cette citation-là d'un collègue de travail dans mon équipe qui a vécu notre processus. Il dit « Bien, j'ai réalisé que c'était notre responsabilité de créer nos propres opportunités d'apprentissage parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. On doit créer la culture que l'on veut vivre. Et ce que nous avons dans Tona, c'est ça qui rend l'équipe spéciale. » Donc, j'espère aujourd'hui qu'en partageant tous ces souvenirs-là de l'expérience de Tona à travers l'établissement d'une culture d'apprentissage, ça vous a inspiré, ça vous a donné des idées en lien avec qu'est-ce que vous pourriez faire. Et possiblement, on vous a donné des outils, des fondements, quoi penser pour être en mesure de vous créer votre propre culture d'apprentissage dans votre organisation. Donc, c'est ma présentation. Merci.